Yes sir, bienvenue à Dans 3, 2, 1 podcast. Donc cette semaine, on reçoit Nathalie Boutry. Nathalie Boutry, vous allez voir, c'est une femme, ma foi, passionnée, lumineuse, vibrante, passionnée. Voilà, que dire d'autre? Elle est beaucoup plus encore, mais vous allez voir pendant le podcast, pendant l'entrevue, elle est vraiment passionnée par son milieu, elle est passionnée par les artistes, elle respecte les artistes. Elle nous fait aussi une définition de ce qu'est son métier, de faire de la direction de casting. Donc, grosso modo, d'amener de l'eau au moulin aux réalisateurs et aux producteurs, d'amener des nouveaux visages, des visages oubliés. En fait, son métier, c'est de connaître vraiment tout le monde de l'UDA pratiquement, là, et plus encore, parce que pour un de ses plus récents castings, qui est avec Viggo Mortensen, mesdames et messieurs, The Dead Don't Hurt. Elle a fait le casting, donc parce qu'il y a des Québécois dans le film. Donc, elle a casté les Québécois du film, parce que c'est un film qui frôle, en fait, une partie de l'histoire du Québec, puisque Viggo Mortensen est un passionné du Québec. D'ailleurs, il y a même un chandail du Canadien. Comment ne pas aimer cet homme? Comment ne pas aimer cet homme? Voilà. Donc, même, semblerait-il, selon mes sources, qu'ils auraient peut-être même bu un verre de rouge ensemble. C'est pas plate, ça. Donc, voilà. Que dire d'autre? Voilà, en fait, on parle de la France parce qu'elle est née à Paris. Donc, comment une femme qui est née à Paris arrive à devenir une sommité dans le milieu du casting au Québec. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, vous allez voir, je pose des questions. C'est assez candide. C'est probablement des questions que j'ai l'impression que tout le monde se pose. C'est une vie extrêmement particulière quand même. C'est un métier, donc, on se dit, on étudie ça où, le casting? Quelle école on fait? Donc, elle nous passe vraiment, en fait, on passe avec elle à travers l'ensemble vraiment de sa vie et entre autres de ses rencontres avec Jean Baudin, comment elle passe de faire de l'assistance à la réalisation, donc deuxième assistante réal, à dire « Salut, ben, j'aimerais ça faire du casting », à faire des co-castings, de devenir une directrice de casting, puis une directrice de casting réputée, tellement réputée qu'à un certain point, mesdames et messieurs, elle peut voter aux Oscars. Pas plate, ça, quand même. Hein? Bon, voilà. Donc, elle fait le casting, entre autres, des films comme Mommy, Les Oiseaux Ivres, Audrey est revenue, 19-2, King Dave, Les Rois Mongols, L'Affaire du Mont, Minuit le soir, Les Invincibles. Et comme je le disais, le dernier film de Viggo Mortensen avec Vicky Krieps, actrice luxembourgeoise. J'aime ça dire luxembourgeois. Ça change rien, mais j'aime ça le dire. Voilà. Quoi d'autre? Oui. Son plus récent film, Crépuscule pour un tueur, je vous le conseille. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le sais que ça va être bon. Je le sais. Je le sais tellement. Là. C'est avec, entre autres, Donald Lavoie, le tueur à gages du clan Dubois, donc une famille, une organisation criminelle familiale, une organisation bien de chez nous. À Saint-Henri. Donc voilà, elle fait le casting. Il y a entre autres Éric Bruno, Benoît Gouin, Sylvain Marcel, Alexandra Petrachuk et Rosemary Perrault. Donc voilà, ça sort le 10 mars, un film de Raymond Saint-Jean. Alors, dans 3, 2, 1. D'ailleurs, j'oubliais, c'est elle qui m'a conseillé le nom, dans 3, 2, 1. Donc je lui dois ça, entre autres. Donc voilà. Donc, dans 3, 2, 1. Bon, ben, Nathalie Boutry, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'apprécie grandement. Puis, j'ai beaucoup de questions. Puis, je sais que tu es très occupée. Fait que c'est très gentil d'avoir pris le temps fait plaisir. dans cette période très occupée. Ben, je commencerai avec un préambule. C'est quoi le métier de directrice de casting? Alors, un directeur de casting, c'est la personne qui arrive, j'ai envie de dire, tout au début du projet, lorsque le projet a été retenu, donc financé, tu as un producteur qui va s'en occuper, il y a un scénariste qui a écrit naturellement le projet et il y a un réalisateur qui va le réaliser. Ben, on est pas mal numéro 4 dans le sens où ça vient très vite à nous, où on est contacté par cette belle équipe pour être la personne qui va discuter des personnages du projet pour éventuellement donner vie à ces personnages via
des artistes, des comédiens, des acteurs qui vont donc les incarner. Donc, un directeur de casting, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il connaît tous les acteurs. Je suis supposée les connaître tous, en tout cas. Et puis, lorsqu'on lit un scénario, il faut qu'on puisse imaginer qui seraient les bonnes personnes pour incarner ces personnages. Et puis, l'étape d'après, ça va être de discuter avec le réalisateur pour savoir quelle est sa vision à lui, parce que c'est pas nous qui allons réaliser le film ou la série. Et puis l'entendre, l'écouter sur les personnages, et puis le challenger, et puis le servir dans le sens positif du terme, c'est-à-dire aller dans son esprit et dire voici tel acteur qui pourrait fonctionner avec ce que tu as imaginé, ou si tu veux complètement aller ailleurs, on pourrait aussi aller de ce côté-là, puis proposer des choses qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on aurait pensé dans un premier temps. Donc, on est un petit peu la réflexion des personnages par le biais des acteurs. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Ouais. C'est amplement clair. Et ça m'amène plein de questions, évidemment, mais pour aller en ordre, je te poserai ma première question, qui cette fois-ci n'est pas un préambule. T'es né où et en quelle année? C'est beau. Je suis née le 13 avril 1967. Parfait. À Trépied-Cuc, dans le Pas-de-Calais, Okay. qui se trouve être dans le nord de la France, chez les Ch'tis. Exact. Mais je n'ai jamais vécu là. J'ai toujours vécu, enfin, j'ai pas toujours, mais j'ai vécu ma jeunesse en région parisienne, dans le 94-9-4, OK, Val-de-Marne. Ouais, fait que j'ai été élevée dans la région parisienne et j'ai répondu à la question. Oui, absolument. Et mon autre question, c'est est-ce que peu importe, la Nathalie Boutry, 8 ans, 9 ans, 10 ans, rêvait de devenir directrice de casting? J'avais aucune idée que ça existait. Okay. Donc, non. Mais j'avais un papa qui était très sensible aux arts et qui nous a très, très tôt amenés voir des spectacles. Du théâtre, okay. Des chanteurs, des chanteuses. Je les ai tous vus presque. J'ai une chance incroyable d'avoir toute petite. Je me souviens, mes premiers souvenirs, j'avais 5-6 ans. Beko, Aznavour. Okay. Ouais. Et puis un petit peu plus tard, parce que la chanson, bon, pour un enfant, ça va, c'est pas compliqué, c'est ludique. Mais le théâtre, bon, il faut quand même avoir une certaine compréhension. Oui. Donc, un petit peu plus tard, quand j'étais un petit peu plus grande, là, ils nous amenaient voir ce qu'on appelle le théâtre de boulevard à Paris. C'est du théâtre un petit peu... c'est rigolo, quoi. C'est du claquage de porte. Et puis, avec l'école, on a commencé à aller voir les classiques. Et Marivaux, Molière, etc. Et donc, très, très tôt, j'ai eu j'ai envie de dire une admiration, une passion, un respect, okay. Une curiosité envers les acteurs. OK. Ouais. Wow. Et j'allais dire, est-ce que ton père, c'est quelque chose qu'il faisait comme métier ou c'était pas du tout? Pas du tout. C'était simplement une âme sensible. C'était quelqu'un qui avait une grande admiration pour les artistes. Il n'en revenait pas. OK. Il avait une admiration extraordinaire pour le talent. Et il me l'a légué. J'ai ça, moi aussi. C'est ce qui m'a motivée à l'origine du choix de ce métier. C'était cette admiration vraiment sincère et passionnée pour les artistes. Vraiment. Puis, par curiosité, je ne vais pas mélanger des questions, mais c'est quelle époque que tu as vécu en France? Tu as vécu de 0 à 20? Oui, je suis arrivée au Québec en 1990, donc j'avais 23 ans, 22, 23 ans. Donc, par curiosité, c'est qui les vedettes de l'époque en France à ce moment-là? Les acteurs et les actrices qui sont des grandes vedettes à partir des années 80, 90? C'est sûr que Louis de Funès est encore dans le portrait. Okay. Oh, oui. Je veux dire, c'est énorme. Annie Girardot, mon Dieu, là, tu me poses des cols parce que c'est des acteurs exceptionnels. Lino Ventura, c'est tous les films de Lelouch, c'est énorme. C'est énorme, ce bassin d'acteurs qui était extraordinaire.
On n'allait pas tant au cinéma. Je me souviens que c'est par le biais du théâtre, Jean-Paul Belmondo, évidemment, que j'ai vu dans Keane, la première de Keane. J'ai aucune idée c'est quoi, puis j'adore Belmondo. C'est une pièce de Jean-Paul Sartre, OK. Et qui a été montée à Paris. Et j'ai eu la chance d'aller à la première. Et j'ai vu Belmondo entrer sur scène par le balcon. J'en doute pas. Il rentrait sur scène avec une corde. C'était hallucinant. C'était complètement hallucinant. Il se jetait du balcon, puis il arrivait sur scène. Ah, c'était fabuleux. C'est cette époque-là. Quelle époque, hein? Ah ouais, c'est les films des années 80. C'est malade. C'est Belmondo avec tous ses films d'action. Ouais, Delon aussi, j'imagine, à cette époque-là. Oui, devait être quand même, bien sûr. Delon, en fait, c'était plus les années 60-70, les films avec Gabin, les films où il était tout jeune. Parce que dans les années 80, il a quand même fait des films assez... C'est tout des flics, il y a tout le temps des flics dans les noms des films. Ouais, peut-être que je connais moins bien son travail dans les années 80. Moi, j'ai le souvenir d'un Delon très jeune avec Gabin, Romy Schneider, voilà, des acteurs exceptionnels. Et puis, c'est ça, on les regardait à la télévision avec mon papa. Et c'est parti de là. Wow. Ouais. Et tu dis que tu arrives dans les années 90. T'as quel âge au Québec? J'arrive à 22-23 ans. Puis c'est quoi ton bagage? C'est toute une histoire. Je vais faire ça très, très court. J'ai été guide dans les égouts de Paris. OK. Les égouts, là, les canalisations, là. Pas les catacombes. Tout le monde mélange tout le temps tout. Ce n'est pas la même chose. Les égouts, c'est les égouts. C'est là où il y a la tuyauterie pour évacuer toutes les mauvaises eaux, OK? Les eaux usées. Donc, c'est véritablement les égouts. Et j'ai fait partie j'étais dans la première équipe qui a ouvert le musée des égouts à Paris. OK. Donc, on a été les tout premiers. Et moi, j'étais guide pour les touristes allemands. Je faisais visiter les égouts en allemand. Parce que tu parles allemand. Jawohl. Et j'ai rencontré mon futur mari québécois dans les égouts. Oh! Bingo! C'est aussi fou que ça! C'est malade! Alors, voilà, je suis venue au Québec en décembre 89, juste après Polytechnique, tout juste après Poly. Ouais, c'est arrivé le 6 décembre. Puis moi, je suis arrivée ici en 18-19 décembre pour passer les vacances. Et puis, les vacances se sont transformées en une histoire d'amour qui s'est transformée en un mariage qui a duré 7 ans. Et je ne suis jamais repartie. Wow. Et mon mari est un très grand ami aujourd'hui. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Ouais. Puis, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas lui venir à Paris? Comment les parents réagissent aussi? Est-ce que toi, tu le vois comme c'est marrant l'exotisme? Wow, on m'a jamais posé cette question-là. Je me l'étais même moi-même jamais posée. Pourquoi c'est pas lui qui est allé à Paris? C'est vrai, ça? Non, je pense que j'avais besoin de voyager, j'avais besoin de bouger, j'étais curieuse. Je trouvais ça tellement exotique d'aller en Amérique. Oui, ben oui. C'était tellement exotique. Et puis, j'ai aimé aussi, quand je suis venue en vacances, la première fois, les 10 jours de vacances que j'ai passés ici, à Saint-Lambert, d'ailleurs, okay. Wow. Parce qu'il habitait avec sa maman à Saint-Lambert. Il s'appelle Philippe. Et, je suis tombée en amour et avec le Québec et avec la neige. Il y avait de la neige l'année où je suis venue. Et avec ce garçon, et je suis restée. OK. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'envie peut-être de retourner en France après? Ou oui, tu avais déjà tout fait? Ah non, mais plein de fois. Attends, une vie d'immigrant, t'arrêtes pas. Je veux dire, tu détestes ton pays, tu l'adores, tu t'ennuies, t'y retournes, t'arrives là-bas, tu fais, mais ils sont tous très cons. Et là, tu repars et ça t'arrache le cœur quand l'avion décolle. On est tout le temps... c'est compliqué, une vie d'immigrant. Tu passes ta vie à te demander pourquoi t'es parti. Et pourquoi tu ne retournerais pas, et pourquoi tu restes. Et c'est une torture. Puis je pense que c'est tous les immigrants avec lesquels j'ai parlé, on a toujours le même discours, qu'ils soient italiens, qu'ils soient portugais. Tout le monde s'ennuie du pays. Puis quand on retourne au pays, on se dit « Ah ouais, non, mais c'est plus pareil. » Ben non, c'est plus pareil. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu es parti. C'est plus pareil. Donc, à un moment donné, ton pays d'origine devient un fantasme, en fait. C'est plus que c'est réellement. Et puis, ton vrai pays, c'est le pays dans lequel tu vis, quoi.
Moi, je vis depuis plus longtemps au Québec que ce que j'ai vécu en France, finalement. OK. À l'âge que j'ai. Ouais. Oui. Et c'est à partir de quand que tu travailles dans le milieu des égouts? Ensuite, tu arrives au Québec. J'imagine que tu t'es pas retrouvé un métier qui est en lien avec nécessairement les égouts. J'étais très, très malvenue. Ça a été très, très difficile de venir ici. À l'époque, on rentrait pas au Canada comme on voulait. Ça a été très compliqué. Ils m'ont foutu dehors au bout de 3 mois. Ils m'ont donné un visa touristique de 3 mois. Au bout de 3 mois, ils m'ont foutu dehors parce que j'avais rien à leur apporter, dans le sens où je n'avais pas ni d'argent, je ne créais aucun emploi, j'avais pas de diplôme extraordinaire. Rares qui pouvaient... parce que le truc avec l'immigration, c'était il faut être capable de faire quelque chose qu'un Canadien ne peut pas faire. OK. J'étais zéro là-dedans. Donc, ils m'ont foutu dehors. Littéralement, là, j'ai repris l'avion et une semaine après, je suis revenue. Et là, je me suis fait choper à l'aéroport. Ils ont fait, mais qu'est-ce que vous faites bon. Et là, je leur ai dit, oui, ben là, c'est parce que j'ai un amoureux, machin. Alors, je leur ai raconté mon histoire. Et puis, le gros douanier, qui était très sympa, très, très sympa, il m'a dit, ma petite fille, il m'a vraiment dit ça comme ça, ma petite fille, c'est le maximum que je peux te donner, c'est 6 mois. 6 mois de visa touristique. Fait que si tu l'aimes vraiment, marie-le. Ah, voilà. Puis, il a mis le tampon, putain. Et là, je me suis dit, merde, j'ai 6 mois. Voilà. Et je me suis mariée 6 mois plus tard. 1er décembre 90, on était mariés. Parce que, pas le choix. Oui. Alors, une fois mariés, ben là, ils n'avaient plus le choix de m'admettre, les Canadiens. Ça a été chiant, hein, ça a été très compliqué. Mais ils n'avaient plus le choix. Exact. Donc, j'ai fini par avoir ma citoyenneté, etc. Et puis, voilà. Et comment on fait pour devenir directrice de casting et directrice de casting respectée? Alors... comment j'ai fait pour devenir directrice de casting? Un de mes premiers emplois, ça a été... J'étais réceptionniste dans une maison de production qui faisait la télé et du cinéma. Donc, j'étais directement... puis c'est un hasard, hein, c'est par le biais d'une copine qui était 3e assistante à la réalisation, qui aujourd'hui est productrice. C'est très marrant. Et donc, je répondais au téléphone, les productions du CERF, bonjour. Et avec mon petit accent français, tout ça. Hein, bon, c'était marrant. Et puis j'ai côtoyé des gens comme Jean Baudin, à l'époque de Being at Home with Claude. On avait fait aussi la petite série Les Intrépides. Okay. Je ne sais pas si tu as connu ça, tu es trop jeune. Ça me dit quoi? Ça me dit avec quelque chose. Avec Jessica Barker. Et bref... J'étais réceptionniste, puis le temps a fait que je suis devenue coordo de production. J'ai appris comment ça marchait, la structure d'une production en télévision, en cinéma. J'ai appris à faire des dépôts pour du financement. J'ai appris à lire des scénarios. J'ai appris à... Tout ce qu'on fait en production, en fait, hein, la coordination, la paperasse. Donc, c'est génial parce que j'ai une base. Je sais exactement comment ça se passe. Et puis, à un moment donné, quelques 10 ans plus tard, j'ai envie de te dire, j'ai dit à Emmanuelle Beaugrand-Champagne, qui était directrice de casting extraordinaire et respectée, okay. J'ai dit à Manu, qui travaillait pour la boîte pour laquelle je travaillais, sur un film, sur une série, elle faisait Congo-Rama, je pense, le film de Philippe Falardeau à ce moment-là. J'ai dit à Manu, j'aimerais ça, moi, faire du casting. Comment on fait? Et elle m'a pris sous son aile. Puis elle m'a ouvert et le chemin et les portes. Okay. Ça a été vraiment mon mentor. Et c'est grâce à elle, en fait. Et à Louis Saya. Okay. Louis Saya, qui travaillait aussi pour la boîte dans laquelle je travaillais. Et Louis faisait Histoire de filles à l'époque. Puis il m'appelait de temps en temps. Qu'est-ce que t'en penses? Lui ou lui? T'aimes-tu mieux lui ou lui? Il sortait le gros plan avec les photos. Je t'aime mieux. Et avec Louis, je faisais du casting sans le savoir. Et c'est les 2 personnes vraiment qui m'ont aidée. À un moment donné, j'ai sauté la barrière. Puis j'ai fait, OK, let's go. Je vais être directrice de casting. Puis je me suis lancée, sachant pas vraiment comment j'allais faire, mais je l'ai fait. Et ça a marché... très rapidement parce que j'avais déjà, je comprenais déjà bien les structures d'une maison de prod et d'un projet, donc j'avais cette connaissance-là, et aussi j'avais l'habitude de parler avec tous les agents d'artistes puisque j'étais coordo
Alors, j'appelais l'agent 2 pour savoir comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé à la répétition, il est en retard, machin. Bon, donc, c'est sûr que ça m'a aidée au départ, parce que quand j'appelais ces gens-là, ils savaient qui j'étais. Et tranquillement, ben voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Puis je suis curieux parce que de la façon que tu m'en parles, j'ai l'impression que tout allait de soi, tu étais à la bonne place au bon moment. Ouais. Mais j'ai plus l'impression que c'est parce que tu as foncé, parce que tu souhaitais ça, ou c'est vraiment un hasard puis les choses sont bien tombées? Non. Il y a eu, effectivement, j'ai foncé. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que mes deux parents étaient fonctionnaires de métier. Donc, c'était des gens qui étaient fonctionnaires. Bon, donc, un salaire qui tombe tous les... Bon. Et moi, ben, j'avais un travail de 9 à 5 et puis j'avais mon salaire qui tombait et tout ça. Et le jour où j'ai décidé de me lancer, ben, il a fallu que je devienne pigiste. Il a fallu qu'il n'y a plus de salaire qui est tombé. C'était des contrats, etc. Donc, il a fallu que je plonge, littéralement. Mais ça s'est fait tout seul parce que j'avais du chien, je pense. Ben oui. Je voulais. J'étais vraiment passionnée. Je voulais. Puis j'aimais les acteurs. Donc, quand je parlais d'un acteur à un réalisateur, c'était avec toute la passion de la pièce de théâtre que je venais de voir, puis à quel point il était extraordinaire, puis exceptionnel. Je me souviens d'avoir parlé de Francis Ducharme, que j'avais vu dans une toute petite pièce, dans un petit théâtre. Puis je me souviens d'avoir parlé de Francis à Patrice Sauvé au moment où Patrice faisait Grand Ours 2. Et je me souviens de cette façon que j'avais eue de dire à quel point j'avais été renversée par le travail de ce garçon que j'avais vu sur une toute petite scène. Et puis on l'a vu en audition. Et puis, il a décroché le rôle. Et tout ça nourrissait ma passion parce que j'avais le sentiment de ne pas être à côté, d'être dans la bonne... dans le bon chemin, D'amener de l'eau au moulin quand même, d'être capable de fournir... Oui, et puis d'avoir la reconnaissance de gens qui avaient un travail des gens comme Patrice qui est encore un être exceptionnel, talentueux, intelligent, cultivé, etc. Et puis ces gens-là m'écoutaient, dans le sens collaborer avec moi. C'est génial. Tout à coup, t'es entendu. Alors c'est non, c'est pas un hasard. Je crois que je l'ai un petit peu provoqué quand même. Ouais. Exact. Ouais. Puis ça m'amène à me poser la question, c'est quoi la journée typique de Nathalie Boutry? Tu te lèves à 5 heures parce que tu dois te lever tôt parce qu'il y a des breakdowns? Est-ce que tu dois travailler jusqu'à très tard? Est-ce que les journées sont pas mal tout le temps pareilles? Est-ce que tu te donnes une routine de dire « faut que j'aille voir une pièce par semaine ». Non. Ça ressemble à quoi une journée? Non. Tu verrais mon bureau. C'est un bordel sans nom. Non, il n'y a rien de routinier, jamais. Ça se peut que je me lève à 5 heures, jamais vraiment. Sauf pour quand je pars à Cuba. Okay. Mais pas pour le travail. 6 heures, ça se peut. Parfait. Ça se peut, 6 heures. J'essaye d'éviter, mais ça se peut. Quelquefois, quand il y a beaucoup de projets en même temps, pas le choix. Mais non, à quoi ressemble une journée typique? Il n'y en a pas. Ça dépend des projets sur lesquels on travaille, ça dépend des réalisateurs avec qui on travaille, ça dépend du jus qui nous est demandé. Il y a des gens qui nous font... Il y a des collaborations qui sont simples. Les projets ne le sont peut-être pas, mais les collaborations sont simples. Donc, tout coule de source et ça se passe très bien. Puis il y a des collaborations qui sont plus compliquées parce que humainement, l'entente est moins là, la correspondance humaine est moins là. Alors même si le projet n'est pas compliqué, ça se peut que ce soit compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de décideurs. Alors il n'y a jamais une journée, je te dirais, pareille. On fait beaucoup de téléphones, on fait beaucoup de courriels, on fait beaucoup de recherches, on va beaucoup au théâtre, au cinéma le plus possible. La semaine prochaine, j'ai 2 pièces de théâtre. Ça se peut quelquefois que j'en ai une tous les soirs. Ça se peut que j'en ai pas du tout. Quelquefois, je prends un break aussi. Oui. Fait que c'est jamais pareil. Non, il n'y a pas de 9 à 5. Non. Puis moi, j'ai tendance à commencer tard et à finir tard.
OK. Ouais, je suis plutôt du genre à me dire oh putain, il est 10h30. Oh putain, il est 10h30. Et je suis debout depuis longtemps. C'est pas ça. C'est que je procrastine. Je suis dans mes multiples cafés du matin. Je suis dans ma tête. Je pense à ce qui s'en vient, mais je travaille dans ma tête, mais je ne travaille pas dans les faits. Je m'assois à mon bureau, il est 10h30, puis je suis comme merde, il est déjà 10h30. Okay. Et puis ça se peut que je finisse à 22h30, ça se peut. Ouais. OK. Parce que j'allais dire, comment ça fonctionne? On t'appelle, on dit Nathalie, j'ai vu le casting, c'était génial pour tel projet, accepterais-tu de le faire? Là, toi, tu dis oui. Et c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est... Lecture du scénario. Ouais, lecture, ouais. Et j'imagine que les réalisateurs doivent arriver avec... Le personnage principal, je sais déjà c'est qui. Pas toujours. Non? OK. Pas toujours. OK. Pas toujours. Des fois, on part à 0. Okay. On part vraiment à 0-0. Puis des fois, ils arrivent avec une personne qui a déjà... Ou 2 personnes, ou plus même, qui a des gens qui ont déjà été castés. Ça dépend. Ça dépend des projets, ça dépend des réalisateurs. Ça dépend. Quand le personnage principal, par exemple, c'est une petite fille de 10 ans, elle n'est pas castée, c'est sûr. Non, exact. C'est sûr. Alors, non, ça dépend des projets. Donc, c'est quoi les étapes? C'est lecture, et puis réunion avec le réalisateur, tout seul. J'essaye toujours d'avoir une intimité avec le réalisateur en commençant, même si après, il va falloir qu'on parle avec producteur, auteur, peut-être... d'autres gens de la production, producteurs, productrices, délégués, etc. Des fois, il y a plein de monde qui s'intéresse au casting. Lire, des fois, il y a trop de monde. Oui, j'imagine. Mais c'est pas inintéressant d'avoir l'input de plein de gens. C'est chouette, mais au final, ça reste que c'est le réalisateur qui va... J'espère, en tout cas, qui va décider. Donc, moi, j'aime ça, créer une bulle, puis travailler, avoir des idées avec le réal. Fait qu'on se voit avec le réal, on se parle, puis une fois qu'on a établi quelque chose, ben là, on présente à la gang, au reste de la gang, puis eux, ils donnent leur input, on jase, on fait des réunions, on fait des zooms, et lui, ça serait intéressant, et elle, ça serait intéressant, et pourquoi pas elle? Ah non, pas elle, je l'aime pas. Comment ça, tu l'aimes pas? Comment ça, tu l'aimes pas? Okay. Pas une histoire d'aimer, c'est une histoire de est-ce que c'est un bon comédien, est-ce que c'est une bonne comédienne, est-ce qu'on a le goût d'aller vers ce casting-là, est-ce qu'on donne la chance en audition, c'est à ça que ça sert des auditions, c'est de voir plusieurs personnes, puis c'est de se challenger nous-mêmes sur ce qu'on pense être ce qu'il faut absolument pour le film ou pour la série. Moi, il me semble qu'un acteur fait partie du processus. La proposition de l'acteur, quand l'acteur arrive en audition et nous fait une proposition, clairement, il fait partie du processus. Et il va nous inspirer. Qu'il ait ou non le rôle, il fait partie de... Bien sûr. De la création du personnage. Ça arrive très souvent que des acteurs fassent des bonnes auditions, mais ne décrochent pas le rôle pour toutes sortes de raisons. Mais nous, ça nous nourrit, c'est clair. On est des parasites, on se nourrit du talent, en fait. Et puis c'est comme ça que les personnages prennent vie via les acteurs, Et si, mettons, situation totalement hypothétique, on a besoin d'un avocat véreux de 40 ans. Le premier réflexe que tu as, est-ce que c'est d'y aller avec la mémoire? Est-ce que c'est d'y aller... Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as tout de suite un instinct de dire j'ai l'impression que ce serait telle personne? Et advenant le cas où vous faites un processus d'audition, vous voyez combien d'avocats véreux de 40 ans? Y a-t-il une limite? J'imagine que vous ne devez pas voir... Ça dépend si ton avocat véreux de 40 ans, c'est ton rôle titre, c'est ton rôle principal. Le rôle principal. Si c'est ton rôle principal, il n'y a pas de réflexe. Il y a des questions. Okay. Est-ce que tu veux aller dans quelque chose de obvious? Est-ce que tu veux aller avec des gens qui ont un regard particulièrement vicieux, qui fait que tout de suite on sent le personnage? Ou au contraire, est-ce que tu veux aller avec quelqu'un qui a une bouille tellement adorable que tu lui donnerais le bon Dieu sans confession? C'est là les questions qui se posent. Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux aller avec un physique, une bête? Ou est-ce que tu veux aller justement avec quelque chose de plus pointu, de plus petit, quelque chose de plus composé? Toutes les questions se posent par rapport au physique, par rapport à l'énergie, par rapport à la voix de ce que le réalisateur ou la réalisatrice entend pour le personnage.
Puis après, une fois qu'on a ces réponses-là, là, il y a des noms qui viennent. Puis oui, les noms viennent de ma tête. Mais pas de ma tête seulement. Dans le sens où, dans un premier temps, j'ai des idées. Puis dans un deuxième temps, je travaille en collaboration étroite avec les agents d'artistes. Parce que ça se peut très bien que j'ai oublié quelqu'un qui serait une excellente idée. Les agents d'artistes sont des camarades de travail exceptionnels, extraordinaires, parce que c'est eux qui nous donnent, qui nous nourrissent en fait plus que ce que notre tête est allée chercher par elle-même. Donc c'est vraiment une collaboration qui fait qu'à un moment donné, on va voir un Marc-Antoine en audition alors qu'on ne le connaissait pas avant. Puis, ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait comme école? Puis là, on s'intéresse. Puis, ah ouais, as-tu un petit démo? T'as quelque chose à me montrer? Ah, il a une bonne gueule, j'aime ça, ses photos de casting. On a cette conversation-là avec l'agence, avec l'agent. Puis après ça, on dit, ah ouais, cool. Il est juste, il sait jouer, il a une formation, c'est cool. Ouais, mais justement, j'ai un projet où je verrai un jeune, et hop, là, tout à coup... Exact. Te voilà avec une audition. Ben oui. C'est comme ça que ça marche. Et j'allais dire, est-ce que, donc, puis c'est ça, par curiosité, un projet, règle générale, est-ce que ça arrive que les auditions, vous auditionnez seulement 2 personnes? Est-ce que des fois, c'est 300 des personnes? Fois une. Pour... Des fois une seulement, puis ouais. Si ça fonctionne, yes. Et si ouais. ça fonctionne... Ah ouais, ça vient d'arriver, ouais. Ouais, on vient juste... on espère que ça fonctionne parce que sinon... on vient juste de le faire. Un casting très singulier. Ça nous prenait quelqu'un qui était qui avait un physique particulier. Si tu peux en parler... Non, tu peux pas. Okay, non, je peux pas parce qu'on est en processus d'audition en ce moment, donc pour le reste de la série. Donc c'est complètement confidentiel, fait que je peux pas en parler. Par contre, je peux décrire la façon dont ça s'est passé. Les producteurs, le réalisateur ont vu cet acteur-là jouer dans un film. On dit « Oh my God, il ressemble tellement à ce qu'on cherche, c'est formidable, c'est formidable. » Ils me sont arrivés avec ça, ils l'avaient déjà en tête. Moi, je fais « Ah bah, attends, oui, il est formidable. » Et effectivement, c'est un type... Et là, ils m'ont dit « On veut le voir. » Ok, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on en... Non, on ne veut pas en voir d'autres, c'est lui. Ils avaient ça déjà, il l'avait déjà. Et comme de fait, le jeune est arrivé à l'audition et il a tout ramassé, quoi. Je veux dire, c'était magnifique. C'est beau, ça. Ça, c'est magnifique parce que c'est un moment unique. Ça n'arrive pas souvent. Mais c'est un grand moment parce qu'il a été désiré et il a été choisi, il a été vu, puis point. Et voilà, ça a été l'élu. Alors, c'est plate pour les autres personnes qui auraient pu auditionner pour se faire valoir. Mais en même temps, si ton réalisateur l'a vu dans quelque chose, puis sent que c'est exactement ça qu'il a envie de filmer, c'est cette énergie-là, c'est cette voix-là, c'est ce corps-là, que ça se peut, que ce soit son personnage. Pourquoi aller chercher plus loin si c'est ça? Et ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Maintenant, 300 personnes, non, pas au Québec. Non, c'est ça, j'imagine que non. Non, pas au Québec. Là où on va voir beaucoup de gens, c'est pour les films ou les séries avec les enfants. Okay. Parce qu'on y va plus à tâtons avec les petits. On ne sait pas trop comment ils vont réagir à l'audition. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils sont bons le lundi, ils sont plus bons le mardi. Non, mais c'est vrai, c'est des gamins. Ils ne sont pas conscients nécessairement de ce qui fait que... Non, et puis il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils aiment ça. Donc il faut qu'on envoie beaucoup pour pouvoir en sélectionner que quelques-uns. Et avec ces quelques-uns-là, il faut qu'on fasse un processus de travail, d'atelier, pour voir s'ils ont l'endurance, s'ils ont la mémoire, s'ils ont l'attitude, s'ils sont capables de se tenir, en fait, parce que ça reste un travail sur un plateau. Voilà. Donc, un enfant qui est un petit peu plus difficile à gérer... Tu me diras, un adulte aussi, c'est chiant. Hein? Mais avec les enfants, on est obligé d'en voir plus. Avec les adultes, en 2023, j'ai envie de te dire que par rôle, on en voit peut-être 7, 8 à peu près. Des fois moins. Plutôt moins que plus. Plutôt moins que plus, parce que maintenant, on a des outils aussi. Hein? On a des outils pour voir des démos. C'est-à-dire que le travail en amont que le directeur de casting peut faire, c'est faire une présélection d'acteurs qui correspondent au personnage qui est recherché et faire parvenir au réalisateur photo, CV, démo de jeu. Et dire,
regarde, c'est pas du tout la bonne énergie. Il jouait du comique, machin. Nous, on cherche un drame, tout ça. Mais regarde ça. Puis nous, on commente, on vend un peu Oui, c'est de la vente, véritablement. On vend l'idée que cette personne-là, on est persuadé qu'elle peut faire quelque chose d'intéressant pour le personnage qui nous... Puis des fois, les réalisateurs sont comme « Ah non, c'est pas ça. » Puis là, nous, on est là pour faire « Ouais, tu vas le voir pareil. J'aimerais ça que tu le vois pareil. » Puis on se chicane sans se chicaner. Puis ils sont assez ouverts, les réals, pour se laisser surprendre aussi. Mm-hmm. C'est une belle collaboration, en fait. Et quelquefois, ils ont des idées, eux, puis ils font « Ah, j'aimerais ça voir un tel. » Puis moi, je suis comme « Oh my God, je serais tellement pas allée là. » Mais je le dis. Puis j'aime ça, moi, me faire challenger, me faire dire « Hey, j'aimerais ça qu'on voit un tel pour tel rôle. » Puis que je fasse « Oh, ouais. OK, je serais pas allée là. Good. Je suis tellement curieuse de voir ce que ça va donner. » Et ça peut être surprenant. Exact. Je me trompe pas souvent. Non, c'est ça, mais j'allais dire, il doit y avoir des moments où tu valides pas le casting, puis le réalisateur a une idée très arrêtée. Ouais. Mais ton nom est sur le casting. J'imagine qu'il doit y avoir des histoires où c'est pas le fun. Tu te casses. Tu fais, parce que si j'imagine, moi, je serais comme ça. Là. Tu mets pas mon nom sur ce personnage principal-là, c'est impossible. C'est pas le fun des fois, mais écoute, globalement, on travaille dans la joie, la bonne humeur et la collaboration. C'est pas... on est là pour créer de l'art, on est là pour donc on n'est pas là pour s'engueuler puis pour être chiants les uns avec les autres, on est là pour collaborer, on est là pour s'écouter, j'espère, j'essaye parce que j'ai beaucoup d'opinions, alors c'est chiant des fois, il faut que c'est ça, il faut que chacun prenne ça, c'est-à-dire qu'il faut que chacun serve le projet. Au final, ce qu'on veut, c'est pas que ton ego soit flatté ou que j'avais raison, je l'avais dit, machin, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est qu'au final, quand tu regardes le show, la série ou le film, ça fasse « Oh yes, j'y crois, ça se peut ». Et là, ça veut dire qu'on a tous bien travaillé. C'est pas juste moi, c'est pas juste le réal, c'est la gang, là, c'est le maquillage, c'est tout le monde. C'est un show qu'on fait, donc il faut que tout le monde... y mettre du sien pour que ça fonctionne. Puis au casting, des fois, tu fais « Ah, shit, c'est drôle. Pas ça que j'aurais... Mais bon, pas ça. Mais c'est pas grave, ça. C'est correct, comme on dit au Québec. Des fois, c'est correct, mais des fois, ça aurait pu être mieux. Oui. Mais c'est ça, regarde. Ça fait partie des... ça fait partie des guerres qu'on ne gagne pas toujours. Et... Par curiosité, ça ressemble à quoi, c'est une expression, là, mais ça ressemble à quoi un coup de circuit dans le milieu des directeurs et directrices de casting? Qu'est-ce que tu veux dire, comme un coup de circuit au baseball? Ouais, ça ressemble à quoi? C'est quoi le truc que tu peux faire qui, je sais pas, on va dire, c'est-tu de ramener un acteur qu'on avait oublié, qui peut être un bon coup pour un directeur ou une directrice de casting, qui peut être... je sais pas si c'est comme clair. Non, ou, j'entends ce que de trouver un acteur qui avait dis. jamais rien fait, puis là, on le trouve dans la rue, puis oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est... Non, on n'a pas ces moyens-là ici. Okay. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. OK. Malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent de trouver un acteur dans la rue. C'est pas... oui, des fois, mais... Non. Non, le bon coup, c'est qu'au final, ce soit excellent. Que ce soit une grosse vedette... qui fasse le show, ou que ce soit quelqu'un de complètement inconnu qu'on a enfin mis dans la lumière et où tout le monde va dire « Mais mon Dieu, où était cette personne les 20 dernières années ?» Puis là, toi, ça fait 20 ans qu'on essaie de vous le mettre dans la face. Puis il n'y a pas personne qui veut le voir parce que c'est pas une vedette. Puis tout à coup, ça devient une vedette parce que le rôle l'a révélé. Ça vient tout juste d'arriver avec Jennifer... Aux États-Unis? Oui, au Golden Globe avant-hier avec l'actrice qui joue dans The White Lotus, une madame qui a 60 ans, là, qui n'a pas eu de carrière ou très peu, et là, elle est magnifiée, etc. Et c'est exactement ce qu'elle a dit dans son discours de remerciement quand elle a reçu son Golden Globe. Elle a dit mais merci d'enfin de m'avoir donné la possibilité de me faire voir, en fait. Donc, pour revenir avec ta question du début, le coup de circuit, c'est de réussir à ce que le show soit bon
que ton scénariste, celui qui a imaginé cette histoire, soit heureux de voir vivre ces personnages-là comme ça, parce qu'ils sont importants. Les scénaristes, on a tendance à fort peu en parler, mais ce sont des gens extrêmement importants et qui ont un talent exceptionnel. Et quand on fait un mauvais casting ou un mauvais show, on dénature leur travail. Et donc, il faut que cette personne-là soit heureuse. Il faut que ton réalisateur ait eu du plaisir à tourner avec tous ces gens-là et que le résultat final soit bon. Il faut que ton producteur fasse « Yes, on n'a pas pété le budget, c'est bon, c'est le fun, la réception est bonne. » Il faut que le public fasse « Oh, chouette! » Il faut que le public soit au guignol, tu sais, les petites marionnettes, puis que le public fasse « Yeah! » à chaque fois qu'il se passe quelque chose, puis que le public y croit. Il faut que ton diffuseur fasse « Bravo, gang! » Il faut que ton diffuseur soit ravi parce que ces gens-là ont énormément d'importance aussi. Alors, une fois que tous ces gens-là sont heureux, et le public, mon Dieu, quel bonheur! C'est ça le coup de circuit! Ben oui, alors dans ce cas-là, ça serait quoi les projets dont tu es le plus fier? Ah, ben écoute, en télé ou en cinéma? Ben les deux. Alors, je fais même un peu de théâtre ici des fois. Fait que c'est bien correct, on peut... Alors... en télé, dernièrement, je ne peux pas ne pas citer Audrey est revenue. Dont tu as gagné un prix. Non. Je mentionne. Non, c'est vrai. Ben non. Désolé. Ben non. Que ça a été... ben non, j'ai pas gagné le prix. Je suis désolé. Je viens de me rappeler on en a discuté. Mais j'adore que tu aies dit ça parce que au Gémeaux, tout le monde venait me voir le soir des Gémeaux en me disant « Ah ouais, t'es là pourquoi? » J'ai dit « Audrey est revenue. » Et Aller Simple. J'avais aussi Aller Simple en nomination, qui était une très bonne émission aussi. Vu, ouais. Et tout le monde disait « Ah, non, c'est toi qui vas gagner. Tu vas gagner. Bah oui, tu vas gagner. Audrey est revenue, tu vas gagner. Bah, ouais. » Tout le monde m'a dit ça toute la soirée. Fait que j'étais comme « Oh my God, je vais gagner. » Point Néni, je n'ai pas gagné. Alors non, j'ai pas gagné, mais pour revenir à... C'est pas très grave. Pour revenir à ta question, Audrey est revenue, c'est vraiment un excellent scénario. C'est une réalisation extraordinaire de Guillaume Lonergan. Le scénario a été écrit par Florence Lompré et Guillaume Lambert. Ça se passe à Sorel, juste ça, juste le personnage de Sorel. Quel bonheur de créer un personnage avec cette ville. Et j'ai l'impression que tout a fonctionné sur ce show-là. Mm-hmm. Tout s'est bien passé, c'est-à-dire que c'est magnifique, ça marche, c'est bon, c'est intelligent, c'est drôle, c'est touchant. Puis je pense que le casting est bon. Je pense que ça marche. Oui, ça, c'est un projet pour lequel j'ai vraiment beaucoup de... Ouais, j'étais contente. J'imagine que t'en as d'autres aussi, peut-être. 19-2. 19-2, ça, c'est... Ouais, 19-2 avec Pods. Pour moi, toutes les personnes qui travaillent sur ce projet-là, mon premier réflexe, c'est de les nommer avec leur nom de policier dans la série. J'ai vu passer Jean-Philippe Dandonneau, puis mon réflexe, c'est de faire... c'est Brouillard. Louis-Philippe Dandonneau. C'est Louis-Philippe, c'est quoi que j'ai dit? Ouais, t'as dit Jean-Philippe. Louis-Philippe, désolé, oui. Mais oui, c'est Brouillard, maison. Pour moi, c'est Brouillard, tu sais. C'est extraordinaire. 19-2 avec Pods. La saison 1, c'est Marie-Jean Sey et Pierre Pajot qui avaient fait le casting. Okay. Il faut que je le note parce que on a gagné le Gémeaux à la saison 2. La saison 2, c'est moi qui ai fait le casting. Mais je l'ai... il a été partagé, en fait, avec Marie-Jean et Pierre qui avaient fait la première... et c'était le premier Gémeaux qui était donné à un directeur de casting en 2015. Okay. Et c'est nous qui l'avons gagné, Marie-Jean, Pierre et moi. Casting exceptionnel à la saison 1. Donc, tous les personnages principaux, c'est les collègues, camarades qui ont casté. Puis à la saison 2, moi, j'ai fait le fameux épisode d'ouverture, la tuerie dans l'école secondaire. Là. Qui est une école que mes amis allaient. C'est à Mont-Saint-Richard, je pense que ça s'est fait. Puis c'est une des scènes les plus marquantes de l'histoire de la télé. C'est malade, là. J'allais dire au Québec, mais même plus que ça. Là, mais le plan séquence de Pods est complètement malade. Ouais. Fait que, c'est ça, cette série-là, une autre série avec Daniel, Pods... Minuit le soir. Ben oui. Tout à fait au début de ma carrière de directrice de casting.
Puis Daniel aussi, il était pas en début de carrière, mais c'était son premier gros projet. Puis ça, c'est extraordinaire. Minuit le soir, c'était malade. Ben oui. C'était malade, c'était fou. Fait que oui, il y a plein de... Mais tu sais, je les aime tous, mes projets, même ceux qui ont eu moins de succès, même ceux que... Tu sais, moi, je suis attachée parce que tu t'es collé à l'histoire. Tu lis, tu relis les épisodes, tu cherches, tu t'imagines, tu vas au théâtre, tu vois d'autres gens, tu fais « Ah, lui, Dan... » Fait que t'es tout le temps en train de... T'es dans ton histoire, tu vis dans ton histoire fictive pendant que tu travailles sur cette histoire-là. Fait que quand ça sort, ça reste pareil. C'est comme un peu ton histoire. Tu sais, ça... En tout cas, j'ai la prétention de croire que c'est aussi un peu mon histoire. Donc, je les aime un peu tous, mes projets, pour vrai. J'ai une affection particulière pour chacun d'entre eux et les camarades avec qui j'ai travaillé, parce que les réalisateurs, c'est vraiment mes buddies, là. C'est des gens avec qui j'ai énormément de plaisir à rire, à discuter, à échanger. C'est pas juste du... En fait, je suis chanceuse, c'est du travail, mais c'est aussi des magnifiques rencontres humaines. Ouais, bien sûr. Vraiment. Ouais. Et est-ce que ça peut arriver? Je crois que Minuit le soir, c'est écrit par Claude Legault, entre autres. Oui. Pierre-Yves Bernard. Oui. Audrey est revenue aussi. Le personnage principal de Florence Lompré, c'est elle qui écrit la série, entre autres. Ouais. La série King Dave, qui écrit... Est-ce que ça, c'est difficile? Est-ce que c'est tout... Parce que là, ça la donne que c'est tous des excellents acteurs, mais est-ce que ça arrive, quelqu'un qui s'écrit quelque chose, on est fan de l'histoire, mais on n'est pas fan que ce scénariste-là devienne l'acteur principal du projet? Ouais, c'est déjà arrivé. Oh non! Ouais. Non, c'est ça, c'est poche. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et est-ce que c'est all-in, la personne... C'est conditionnel à jouer. C'est très compliqué parce que évidemment, l'acteur qui a écrit et qui veut jouer dans la série, d'abord, c'est très compliqué de lui dire, ben non, c'est pas possible, t'as pas le bon casting ou t'es pas assez bon. Attends, t'es qui, toi, pour dire que quelqu'un est pas assez bon? Tu sais, je veux dire, il a... Non, c'est tricky, là, c'est compliqué. Et puis, il faut y aller avec des pincettes et puis il faut justifier aussi le pourquoi du comment. La question s'était posée avec King Dave parce que Alex est magnifique, c'est un superbe acteur. Ben oui. Mais il y avait une affaire d'âge par rapport à l'époque où il l'avait écrit, puis par rapport au théâtre, on est capable de rajeunir un acteur, il n'y a pas de problème. Au cinéma, c'est plus difficile. Fait qu'il fallait admettre certaines choses, etc. Donc la question s'était posée, mais il n'était pas question qu'Alex le fasse pas. C'est son bébé, King Dave. Ben oui. Vraiment. Mais ouais. Ça tourne encore au théâtre, donc ça doit être quand même pas si mal. Mais c'est tellement bon. Puis moi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des projets dont j'étais très, très fière. Celui-là, c'est un projet... Oh, c'est un bijou, c'est tellement... C'est exceptionnel, ce qu'on a fait tous. C'est malade. Ce qu'on a fait sur ce film-là, c'est un tour de force, mais dingue. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le projet le plus tough sur lequel j'ai travaillé. C'était dingue. On travaillait jour et nuit, c'était malade. On tournait la nuit. On a tourné 5 fois le film. Puis on s'est fait arrêter par une voiture de police pas rapport, une vraie police qui rentre dans le champ, qui comprenait pas, alors qu'on est en plan séquence. On vient de faire 1h10, monsieur. C'est malade, c'est malade. Il y en a eu là, des anecdotes, t'as même pas idée. Non, Pods a fait un travail exceptionnel. Tous, Alex, tout le monde. C'est alors ça, c'est un film qui me tient à cœur beaucoup. Vraiment. Mais c'est une grande réussite. D'ailleurs, je fais pas assez ça au podcast, mais King Dave, grosso modo, l'histoire, je parle de films, puis souvent, je fais pas le synopsis. Vite, King Dave, un jeune bum autoproclamé roi du rap ou du... Ouais, un douche, pas rapport. Un espèce de petit kid, pas méchant, mais puis décalé un peu aussi dans l'écriture, puis dans la manière de le jouer. Puis on le suit sur un plan séquence de quoi, 1h45? Ah, je sais. C'est Pod qui réalise, puis... Un petit peu moins que ça, je pense, mais 1h30, je crois. Ouais, c'est ça. Ça se passe surtout dans les métros de Montréal. Pas surtout. C'est une partie qui est dans le métro. Ouais.
Ça fait longtemps que je l'ai juste pour ça. Ah, non, écoute, Je me rappelle la forêt parce que c'est Lise Roy, ma professeure, qui joue le... Mais oui, on a tout construit, les décors, les uns derrière les autres. Il a fallu qu'on construise la discothèque dans un camion, le bar, pour que d'une scène à l'autre, ils embarquent dans le camion sans que ça paraisse à la caméra, puis qu'on ait l'impression qu'ils soient dans un vrai bar. Le camion roulait pendant qu'on tournait, puis pour arriver à la prochaine location. Puis c'était malade. C'était malade. Je veux dire, cette construction-là, ça a été fou. On a mis le feu à la forêt pour vrai, là. C'est malade. En temps réel, c'est malade. Puis quelle forêt vous avez mis en feu par curiosité? C'était c'est pas une vraie... On a mis des faux arbres, pas des faux arbres, mais en tout cas, c'est les gars de la pyro qui ont fait ça, c'est pas moi, là. Je vais pas dire comment ils ont fait. C'est toi qui l'as fait. Mais ouais, moi, non, c'est pas moi qui ai écrit. Non, fallait vraiment que tout le monde soit pro, là. Je vais te dire, tout le monde était vraiment comme... Il fallait que ce soit que des pros, t'imagines? Même les acteurs, ils pouvaient pas se tromper. Mais non. Putain, tu te trompes, ça fait 1h30 qu'on tourne, c'est pas possible. Non, c'est un tour de force extraordinaire. Et comment on fait ça? C'est des répétitions? Ou j'imagine que vous répétez, là? C'est pas on arrive et on le laisse. Oui, puis ça se fait sur papier aussi avant, puis sur dessin, puis toute la technique. Jérôme Sabourin a fait un travail extraordinaire avec sa caméra. Lui, il est en steadicam tout le long, là? Oh yes! C'est malade! Ils montent dans un autobus, ils mettent le feu, on va dans le métro, on va dans une discothèque, on va dans une chambre. Non, c'est fou ce projet, c'est malade. Ouais, moi j'ai beaucoup de respect pour ce projet-là. Et c'est une pièce, c'est ça? Que c'est, à la base, c'est une pièce, puis c'est devenu... C'est devenu un film. Un scénario, c'est pas l'inverse, OK. Non, c'est une pièce à l'origine. Ouais. Aïe. Ouais, non. Puis combien de mois de répétition par curiosité? Honnêtement, je me rappelle plus. Okay. Peut-être 2. On a peut-être commencé en... Il faisait beau. On a peut-être commencé genre... je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être à peu près 2 mois de grosse prep, là. Ouais. Non, c'est fou. Puis... Donc, c'est ça, c'est Alex Goyette qui l'a écrit. Et ils se sont mis à fantasmer avec Pods de... Hey, et si on en faisait un film? Et si on en faisait un film en plan séquence? Malade. Moi, je me suis dit, on n'y arrivera jamais. On l'a fait. Yes! Ouais. Puis c'est surtout aussi, c'est l'idée de... Il n'y a pas une meilleure adaptation d'une pièce de théâtre en film. Avec toute la technique que ça peut prendre. Avec du recul, c'était peut-être pas ça l'idée, mais il n'y a comme pas une meilleure adaptation que ça pour la pièce. La pièce, ça dure 1h30, puis ça se passe sur scène, puis avec des changements d'éclairage, on change de spot. Puis là, t'as un plan séquence, vous avez fait pratiquement la même chose, mais avec un effort technique, on s'entend, le supérieur. Mais... Ouais, puis pas de triche, là. Aucune triche. Il n'y a pas de faux plastique. Non, il n'y a pas de raccord. Non, il n'y a pas eu de coupe du tout. C'est un vrai plan séquence. Parce qu'il y a beaucoup de niaiseries qui se sont dites sur ce film-là. Et non. Bref, King Dave, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Exact. J'ai une question, en fait. C'est quoi que ça prend? Je reviens peut-être un petit peu plus tôt, mais c'est quoi que ça prend comme personnalité ou comme qualité pour faire ce métier-là? Je pense que la première des qualités, c'est d'être véritablement passionné par le jeu et par les acteurs. Je pense que la source de notre métier, c'est la passion, c'est d'y croire, c'est d'être dans l'amour de l'acteur qui joue. Puis après, ce que ça prend comme habilité, c'est une bonne mémoire. Ça prend aussi un bon jugement. Ça prend aussi de l'humilité, la patience. Je sais pas, c'est drôle, je me suis jamais posé cette question-là. J'ai toujours foncé. Ça a toujours été comme, j'aime ça, j'y vais, go. Oui. Tu sais? Mais, ça prend quelqu'un qui est un minimum ordonné. On est des coordos, on est des super coordos pareil, là, avec les agents, avec les producteurs, il faut que ce soit quand même concis, tout ça. Parce que c'est bien beau de rêver puis d'avoir des idées, etc. Mais après, il faut l'organiser. Il y a une organisation à faire pour organiser les auditions, pour choisir les scènes d'audition, pour mettre les scènes d'audition en PDF avec le nom de la scène pour que l'acteur apprenne pas la mauvaise scène. Ou, maintenant, j'ai reçu que 2 pages. Impossible, c'est un PDF.
Fait que tout ça, la coordination, ouais. OK. Puis ça prend aussi de la résilience, ouais. Puis de l'écoute. De l'écoute. Il faut écouter. Il faut écouter les artistes, aussi bien les réalisateurs que les acteurs. Puis les scénaristes, c'est des gens qui ont des sensibilités, donc il ne faut pas les heurter. Ce sont des bébés à venir, hein, les films. Donc il faut les aimer à toutes les étapes de leur vie avant de les lancer au grand public. Ouais. Et là, tu vois, j'ai comme plein de questions qui viennent en même temps, mais est-ce qu'avec l'expérience en audition, on peut dire que l'audition commence dès que la personne met un pied dans la porte? Oui. Oui? OK. Ben oui. Ben oui, parce que au-delà du talent, il y a aussi la rencontre entre des humains. Tu viens pour décrocher un rôle, mais tu vas aussi vivre sur le plateau. Tu vas travailler avec le réalisateur. Tu vas être en symbiose avec tout ce plateau. Puis, alors, il faut que vous vous aimiez. Il faut que ça se puisse. C'est une histoire d'amour qui va durer le temps du tournage, mais c'est vraiment une histoire d'amour. Peut-être que c'est trop intense ce que je dis, mais c'est ça. C'est ça pareil. Un tournage, c'est ça. Un plateau de tournage, c'est une famille qui se crée au jour 1 et qui se déchire au dernier jour. C'est vraiment ça. Hein. Ou si ça s'est mal passé, tout le monde est vachement content que ça soit terminé. C'est vraiment une histoire de famille, en fait. Alors, si la famille s'aime, ça va être dur quand ça va se terminer. Mais si la famille se déteste puis que ça ne s'est pas bien passé, ben, ils vont être bien contents de se laisser à la fin. Donc, ouais. Ça arrive des acteurs ou des actrices extraordinaires en audition, mais tu te dis, ça va être difficile avec Pod, ça. Je pense qu'on est peut-être mieux d'y aller avec Caroline à la place. OK. C'est sûr que quand on connaît les réalisateurs, quand on les connaît bien, l'une des particularités des directeurs de casting, c'est qu'on est souvent choisi par les mêmes réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui nous sont fidèles et c'est formidable. Puis il y en a d'autres qui butinent, qui vont travailler avec plusieurs directeurs de casting sans faire véritablement de différence. C'est correct, mais je les haïs. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que moi, je me connais, là. Ben, c'est parce que tu te sens... tu sais, tu fais un film, il est magnifique, tout se passe bien, et puis tu décroches un prix ou j'en sais rien, tu sais, les applaudissements de tous tes pairs, puis le truc d'après, il va avec quelqu'un d'autre. Grosse pute. Mais c'est correct. Regarde, c'est correct, on a tous des sensibilités. Puis, mais tu sais, souvent, les réals, ils prennent le même directeur de casting, le même DOP, la même maquilleuse, parce qu'il y a une compréhension, il y a une bonne compréhension de ce qu'il est, de ce qu'est le réalisateur, la réalisatrice, et on arrive à mieux le comprendre et donc à lui envoyer les bonnes personnes en audition. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, il y a des acteurs... qui fit mieux avec tel ou tel réalisateur et d'autres. Fait que oui, ça, on le sait avec le temps. Et puis, les réalisateurs nous reviennent aussi après le tournage pour nous dire « Hey, ça s'est bien passé avec un tel, c'était super. » Lui, il était nerveux, il était très... Ah ouais? Comment ça, nerveux? Puis là, moi, je l'ai fait parler parce que je veux savoir pourquoi l'acteur était nerveux sur le plateau, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, je parle avec l'agent. C'est pas grave, je veux juste savoir. Quelquefois, c'est incidentiel, c'est la vie, c'est t'as un parent qui est à l'hôpital, ou tu sais, il se passe des choses dans ta vie, là, donc t'es pas top shape sur le plateau, bon. Et puis des fois, c'est parce que t'es fragile, point. Parce que, voilà, c'est un acteur qui est fragile. Alors, il y a des acteurs fragiles que tu peux envoyer à des gens qui sont capables de les gérer, puis t'en as qui n'ont pas la patience de les gérer. Fait que, on en parle. On en parle. Moi, j'essaie de ne jamais m'interdire de voir un talent, peu importe ce qu'est l'humain. Même si, personnellement, ça ne serait pas mon ami dans la vie. Okay. Si c'est un bon acteur ou une bonne actrice, j'essaie d'être impartiale, vraiment, tu vois, de faire mon travail, parce que si on se laisse trop guider par nos émotions,
Et de un, lui, on l'aime pas parce qu'il a dit ça, il a fait ça, mais surtout maintenant, là, avec les réseaux sociaux, qu'on connaît toute votre life, faut vraiment faire attention. Ah oui, oui. Ouais, faut qu'on soit, nous, faut qu'on reste. Moi, je focalise sur le talent, sur l'acteur et ce que j'ai vu de son travail. Et puis après, s'il est chiant sur le plateau, puis si ça se passe pas bien, ben, on va lui parler. On va parler à l'agent qui va lui parler, puis ci, puis ça, puis bon, ben, voilà, hein, c'est comme chez les plombiers ou chez les fonctionnaires. Hein, il y a des collègues qui s'entendent pas. Ben, c'est pareil exact. Sur les plateaux. Ouais. Ouais, exact. Et je suis curieux, je peux pas m'empêcher d'en parler. On en avait parlé, discuté un peu. En fait, Crépuscule pour un tueur, qui est un des... En fait, tu as déjà fini le casting. Je sais pas si le tournage s'est bien passé. Je suis juste curieux d'avoir des nouvelles de ce projet-là qui tarde à sortir, fini en 2021. Ça y est, ok, tu as des nouvelles de ça? Ça y est, je voulais vraiment pas oublier d'en parler. Ah, purée, j'ai juste peur de me tromper de date. Je crois que c'est 10 mars 2023. Parfait. À vérifier. Crépuscule pour un tueur, Raymond Saint-Jean. Oui. Extraordinaire expérience, superbe scénario avec Éric Bruno dans le rôle principal. D'un tueur à gages qui a existé, Donald Lavoie, qui a existé dans les années 70 au Québec. Et j'ai hâte. Ben oui, qui a terrorisé les en fait, c'est... les Frères Dubois. Les Frères Dubois, exactement. Ouais. Que j'ai lu un livre qui s'appelle Le Clan des Dubois. Je ne sais pas si... Écoute, c'est fou, t'as l'impression qu'on parle même pas, c'est complètement une époque différente. Et d'ailleurs, j'ai regardé le documentaire, le 30 minutes que tu m'avais conseillé, Hitman, je pense, The Hitman, et tu regardes Montréal derrière, tout est écrit en anglais, t'as l'impression d'être un peu à New York, quasiment filmé par Martin Scorsese dans les années 70, et là, t'as là Donald Lavoie qui ressemble à un mélange entre un peu Alain Delon, un peu... Il est tellement beau, il est tellement charismatique. Écoute, c'est tellement un tueur. Il aurait pu être... c'est tellement malade. Parce que moi, c'est quand Raymond est venu vers moi, super réalisateur, super mec, vraiment un très chouette mec. Quand on a commencé à travailler ensemble, on ne se connaissait pas. Puis, il a commencé à me parler du projet, il a commencé à me parler de Donald Lavoie, à me parler pas du documentaire, parce que c'est une interview d'une journaliste anglophone qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle Hitman, et qui est vraiment intéressante. Et bon, donc, il m'a donné ces cues-là pour que je puisse m'intéresser à l'histoire, au-delà du scénario, pour comprendre ce qu'on cherchait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui était attaché au projet. Zéro. OK? Éric Bruno a auditionné, comme d'autres acteurs. Le processus s'est fait véritablement du début à la fin. Et quand j'ai vu ce documentaire, j'étais comme, mais c'est pas possible, c'est un assassin, ce mec. On peut pas être charmé à ce point par un assassin. Et puis, oui, il est attirant, il est charmant, il est charismatique. Il parle en anglais avec un accent énorme de québécois, mais en même temps, une certaine lenteur, quelque chose de complètement travaillé. J'en suis sûre que le type savait exactement ce qu'il faisait. Fascinant, en fait, que tu regardes ça, puis tu fais « Oh oui, je veux connaître sa vie. Oh oui, je veux voir un film. » Et 10 mars 2023. Wow! Et... en gros, l'histoire, comment le scénario fonctionne, parce que c'est les Dubois, ils engagent Donald Lavoie, qui est un tueur à gages, il tue à peu près une vingtaine de personnes. Mais en fait, c'était le tueur à gages des Dubois. C'était, deux, parce que j'imagine qu'ils en avaient plusieurs, mais c'était le principal. Ils étaient même devenus un petit peu amis, tout ça. Ils ont fait la fête ensemble et tout ça. Je pense que c'était pas mal des bodés de la pègre de l'époque. Exact. Et puis, mais là, je ne vais pas raconter le truc parce que sinon, je vais raconter tout le film. C'est pas bien. Okay. Mais ça va finir par pas bien aller. Ils vont plus très bien s'entendre, les garçons. Et évidemment, avec ces gens-là, c'est pas juste on claque la porte. C'était en danger de mort. Fait que Donald, il a fallu qu'il s'échappe parce qu'il a fallu qu'il fuit les Dubois parce que sa tête a été mise à prix. Et c'est cette histoire-là qu'on a racontée dans Crépuscule. C'est le fun que tu en parles. C'est un beau projet. Ça, c'est un très beau projet sur lequel j'ai travaillé il y a, mon Dieu, 2-3 ans. Mais tout a été retardé avec la pandémie. Puis ça y est, là. Exact. Et j'ai appris qu'il y avait 9 frères, je crois.
Chez les Dubois, ouais. Dubois, c'est quand même énorme. Et en plus, il y en a un seul qui n'était pas un criminel et qui est un fonctionnaire qui travaille pour genre Hydro-Québec. Oui, c'est malade. Ça, tu fais comme, comment? Ouais, mais c'est des gars qui... je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils étaient dans le coin ici, dans Saint-Henri. Ben oui. C'est ça, hein? Bon. Ils étaient les boss de Saint-Henri et tout le monde les connaissait. Puis ça a l'air qu'ils étaient très sympas. Ça a l'air qu'ils étaient très sympas. Ouais. C'était des malades, mais ils étaient sympas. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Moi, c'est une histoire qui me touche juste à cœur parce que moi, mon grand-père les connaissait de nom, mais il allait à la taverne, puis 3 personnes plus loin, on le connaît, c'est lui, c'est Claude Dubois. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est qui le joue, Claude Dubois? J'imagine qu'il est dans le film. Peut-être que non. Le méchant, c'est Benoît Gouin. Oh, nice. OK, c'est vrai. Ouais. J'aime beaucoup Benoît Gouin. Wow, génial. C'est un superbe acteur. C'est un super mec aussi. Et ça va être très beau. J'ai très hâte. Wow. En mars. Génial. Ben écoute, je t'inviterais à plugger en fait tes prochains projets si tu souhaites, des souhaits peut-être pour la nouvelle année aussi, tout ce que tu veux. Les prochains projets, j'en ai tout plein qui s'en viennent. J'ai été chanceuse. L'année 2022 a été extrêmement riche. Hein. J'ai fait double faute avec Raphaël Ouellette, que j'adore. Un superbe réalisateur. Si vous n'avez pas vu Arsenault, il faut absolument aller voir ce film. Débrouillez-vous pour le voir. Il est sur Crave. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Camion était là. Je ne l'ai pas vu. Il va falloir que je trouve une manière de voir Camion. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vois le travail de Raphaël, qui est un superbe humain et un superbe réalisateur. Donc, on a fait double faute, qui a été écrit par Éric, justement, Bruno. Oui. C'est lui qui a le rôle titre, un tennisman, un jeune tennisman qui va éventuellement vivre des choses difficiles et une carrière en dents de scie. Une belle série. J'ai travaillé sur le prochain film de Viggo Mortensen, c'est malade. Je suis tellement contente d'avoir rencontré cet acteur-là et ce réalisateur-là. C'était formidable. D'ailleurs, Raphaël Ouellette, c'est lui qui est venu faire les auditions avec nous, avec Viggo. C'était trop cool. C'était Raphaël qui était à la caméra. OK. Malade. C'était trop cool. Ouais, c'est ça. C'est toutes des... Ouais, 2022, c'était vraiment une superbe année avec des rencontres et des magnifiques projets. J'ai très hâte. J'ai fait aussi, à propos d'Antoine, ça c'est très intéressant. C'est Pods qui a réalisé. Okay. Et c'est l'histoire d'un petit garçon handicapé qui existe. Le petit Antoine existe vraiment. Et c'est l'histoire de la belle-maman de ce petit garçon-là qui a écrit une série et qui a mis en scène cet enfant-là, le vrai enfant, qui est lourdement handicapé. Donc, on a tourné avec un petit bonhomme qui a de grosses difficultés motrices et intellectuelles. Et on a tourné ça à l'automne et j'ai très hâte. Wow! À propos d'Antoine, avec Claude Legault notamment. Oui? Ouais, j'ai très hâte de voir ça. C'est sûr que Claude Legault va être là. Ben oui, les garçons sont... Wow. Ouais, Sylvain Marcel aussi est dans le show. Ouais, Kathleen Rouleau, qui est la scénariste et qui joue le rôle principal de Julie. Très belle série aussi. Et le film de Viggo Mortensen, c'est en français, en anglais, en danois? Non, c'est en anglais. Mais l'un de ses personnages, qui est joué par Vicky Krieps, va jouer une Québécoise. Oui, je sais, Vicky n'est pas québécoise, mais elle parle toutes les langues, fait que tout est beau. Elle parle français et elle a été coachée pour essayer de dire quelques phrases en québécois. Alors, le travail a bien été fait en amont, mais bon, qu'est-ce que ça va donner au final quand on ne prend pas des vrais Québécois pour jouer des Québécois? C'est toujours un peu bizarre, mais bon. Donc, c'est un film en anglais, puis j'ai pas le droit d'en parler, mais c'est un western. Donc, c'est vraiment, ça se passe en 1840 et quelques. Ouais. Un western? Oh, yes. Québécois? Non, américain, mais qui a des Québécois américain, dedans. Mais le personnage principal est originaire du Québec. Parce qu'en fait, Viggo Mortensen, il est en amour avec le Québec.
Donc, Wow. c'est lui qui a écrit ce scénario et il a donné une origine québécoise à son lead, à son personnage principal. Wow. D'où la connexion de... Je me suis retrouvée à faire du casting de Québécois Ben, c'est ce que j'allais dire. sur Wow. ce film-là. C'était super. Ben, j'en doute pas. Ouais. Wow. Voilà. Donc, c'est ça. Des belles choses qui s'en viennent pour 2023. Puis je continue à travailler. Je travaille en ce moment sur un long métrage qui s'appelle La Petite et le Vieux avec Patrice Sauvé. Ça va être extraordinaire. Ça aussi, j'ai très, très hâte. Magnifique scénario. Superbe scénario. On cherche une petite fille de 10 ans qui a le rôle-titre. Alors, je me lance là-dedans, là. OK. Ouais. Ouais, Wow. beau défi, J'en doute vraiment. Ouais, très, très beau défi. Non, je suis chanceuse. C'est une belle... c'est un très beau métier que je fais et j'ai la chance de rencontrer et de côtoyer des créateurs et des artistes qui me nourrissent. Hein, ouais, vraiment. Wow. Ouais. Voilà. Ben, merci. Fait que... Ben, merci à toi. Voilà, c'est Salut. fait.